Et oui, on sort des frontières de la Guyane ce matin en prenant des nouvelles d'un de nos voisins directs, le Suriname. Où va le pays ? Alors qu'il promet d'être à l'avenir un nouvel Eldorado pétrolier à l'instar du Guyana. Le mois dernier encore, Total Energy a annoncé renforcer sa position au Suriname. 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Chan Santoki, le pays semble à la croisée des chemins. Difficile de prévoir ce à quoi pourra ressembler le Suriname d'ici quelques années. D'autant qu'il traverse une grave crise économique, difficulté pour rembourser la dette et forte inflation depuis ces derniers mois. En début d'année, des manifestations avaient éclaté contre la hausse des prix. L'ambassadeur de France au Suriname avait dans la foulée déconseillé tout déplacement non essentiel. Où en est-on ? Que dire de la situation actuelle du Suriname et quel état des lieux de la coopération entre nos deux pays ? Nicolas de Bouillane de Lacoste, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Et merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation, Nicolas de Bouillane de Lacoste. J'ai parlé de vous à la 3e personne il y a quelques secondes. Vous êtes donc, depuis le mois d'août dernier, l'ambassadeur de France au Suriname. Pour quelle raison déjà est-ce que vous êtes en Guyane là en ce moment, depuis peut-être quelques heures seulement ? Alors je réponds à votre invitation, l'invitation de Radio Pays, mais j'interviendrai également devant la session régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale qui a une session régionale ces 3 semaines dans les Antilles et puis ici en Guyane. J'interviendrai également devant le lycée professionnel cet après-midi dans le cadre de leur classe citoyenne, donc à l'invitation de Philippe Bouba, c'est le lycée de Balata. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on dise quelques mots de l'ambiance actuelle, on va dire, au Suriname. On se rend pas forcément compte, je crois, ici depuis la Guyane, de ce qui se passe en ce moment au Suriname et de l'espoir que suscitent les ressources pétrolières. À quel point, d'après ce que vous constatez, vous en tant qu'ambassadeur, mais aussi en tant que personne qui habite au quotidien au Suriname, à quel point ce sujet-là monopolise, concentre l'attention quasiment de tout le monde ? Écoutez, ça suscite bien entendu énormément d'espoir. En même temps, les gens retiennent leur souffle. Vous savez que la société Total Energy, qui est donc avec la société américaine Apache responsable de l'exploration, de l'évaluation, n'a pas pris sa décision finale d'investissement. Celle-là interviendra probablement l'année prochaine. Moi, ce que je constate, c'est la différence de climat entre le Guyana, où je suis également représentant, je représente également la France au Guyana, et le Suriname. Il y a un décalage en gros de 5 à 7 ans entre les deux pays. Pour le coup, au Guyana, ça a déjà commencé. Le Guyana, on est déjà dans la phase d'exploitation et les ressources, la manne pétrolière commence à arriver de façon extrêmement sensible. Ils se sont lancés dans un vaste programme de construction de différentes infrastructures et il y a un dynamisme extraordinaire. Au Suriname, on est dans cette période avant l'arrivée de la manne, qu'on espère bien entendu, il n'y a aucune garantie pour l'instant, mais c'est une période d'attente, alors comme vous l'avez dit, qui est marquée par une certaine tension quand même malgré tout, parce que la situation socio-économique est difficile, même si apparemment les relations avec le FMI ont eu tendance un petit peu à s'améliorer dernièrement. Vous savez que la France a fait un gros effort pour restructurer la dette que nous avions avec le Suriname. Donc on est dans une période un petit peu différente, un état d'esprit un petit peu différent d'attente. En attendant, l'inflation galope, la dévaluation du dollar surinamais affecte énormément le pouvoir d'achat des gens, donc la situation est difficile. Et elle s'est calmée depuis ces émeutes et ces manifestations qui avaient éclaté au début de l'année ? Alors en effet, le 17 février, on a eu quand même une situation difficile avec le sac de l'Assemblée nationale, une tentative de prise de force du palais présidentiel, une tentative d'incendie contre la radio nationale et puis le pillage d'un certain nombre de magasins de centre-ville. Maintenant, la situation s'est rétablie. Il y a quand même de temps en temps, à l'intérieur du pays, des situations tendues. Il y a eu 2 Amérindiens qui ont été abattus dans des conditions un petit peu troubles le 2 mai. Donc la situation n'est pas totalement calme, même si maintenant, bien entendu, on peut se rendre au Suriname sans aucune difficulté. Est-ce que, l'arrivée du Suriname sur le marché mondial des ressources pétrolières Total, donc une entreprise française qui veut développer ses activités offshore au Suriname, est-ce que tout ça fait que la France commence à regarder autrement le Suriname depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années ? Vous êtes en poste depuis août finalement, donc depuis moins d'1 an, mais est-ce que vous avez l'impression que depuis ce laps de temps, les choses commencent à changer du côté de la France ? Écoutez, je crois qu'on commence à considérer la région, je ne parlerai pas simplement du Suriname, mais du Guyana également, oui. la Guyane tout court, d'une autre façon.
Il y a des visites de ministres. Nous avons eu la chance d'avoir le garde des Sceaux qui est venu jusqu'à Paramaribo en septembre de l'année dernière. Nous avons également une délégation de sénateurs qui sont venus. Nous sommes en train de préparer une mission économique avec des entreprises de Guyane et des Antilles qui partiront à Georgetown les 19 et 21 juin. Je crois qu'on commence à comprendre que cette région va changer. Le Guyana est en train de se métamorphoser, ça va devenir un des pays les plus riches de la région. Alors, le Suriname va suivre et il n'y a aucune raison pour laquelle la Guyane ne profiterait pas de l'essor économique absolument colossal, dont on a mal à s'imaginer si on ne se rend pas sur place, qui va arriver qui arrive déjà aujourd'hui en fait. Donc, je crois que, y compris du côté des autorités centrales, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de mon ministère, il y a une prise en compte de cette région. Même diplomatiquement, est-ce que vous avez l'impression que l'État français renforce finalement sa présence au Suriname et au Guyana? Oui, puisque nous allons ouvrir une antenne diplomatique à Georgetown. Nous serons le premier pays européen à ouvrir une représentation diplomatique, même si ce n'est pas encore une ambassade à proprement parler. D'ici combien de temps à peu près? Dès le 1er septembre de cette année. Nous avons déjà un représentant sur place en charge de la coopération qui fait un excellent travail. Là, nous allons avoir un diplomate pour justement orchestrer cette montée en puissance des relations entre la France et le Guyana. Entre la France et le Suriname, nous avons également, mais ça ne date pas d'il y a un an, ça date déjà depuis quelques années, une coopération extrêmement étoffée dans un certain nombre de domaines, militaire, dans le domaine éducatif, la coopération policière, économique, sanitaire. Beaucoup de choses se passent, on n'en a pas toujours conscience, mais il y a une vraie volonté, en tout cas des autorités locales, que ce soit au Guyana comme au Suriname, de travailler avec la France. Mais justement, puisque vous en parlez de ce renforcement de la coopération entre la France et le Suriname, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan, parce que du coup vous faites allusion à ces accords qui avaient été signés il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en mars 2021. Il y avait eu la question donc du tracé de la frontière qui avait été en partie réglé le long du Maroni, et puis un accord de coopération, enfin une convention d'entraide judiciaire en matière pénale 2 ans plus tard. Quel est le bilan finalement qu'on peut dresser de cet accord-là? Qu'est-ce que ça a changé très concrètement? Parce que j'ai lu juste avant d'entrer en studio le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui avait été publié à l'époque. Ça reste peut-être pas flou, mais en tout cas très abstrait. Qu'est-ce que ça a changé très concrètement? Écoutez, les choses avancent progressivement. C'est pas simple, vous imaginez bien. Nous avions par exemple une convention de coopération policière qui avait été signée en 2006 et qui n'est entrée en vigueur que le 1er octobre de l'année dernière. Donc les choses avancent, mais à leur rythme. À leur rythme, dans le langage diplomatique, ça veut dire très lentement? À leur rythme, c'est-à-dire qu'il y a forcément des blocages, sinon ça serait très simple. Il y a des blocages et donc on cherche à les circonscrire et on cherche à les lever. Je voudrais à cette antenne rendre hommage au travail de mon prédécesseur, Antoine Joly, qui avait notamment, vous l'avez cité, négocié un accord sur la frontière, tout à fait admirable, considérable. Cet accord frontalier donc du 15 mars 2021 a été ratifié par la France. Il n'a pas encore été ratifié par le Suriname. C'est un des dossiers bien entendu sur lequel on travaille. Nous avons signé le 15 mars 2021 un accord concernant la coopération judiciaire. Là aussi, c'est un accord qui doit encore entrer en vigueur. Bon, tout ça prend un petit peu de temps. Je comprends une certaine impatience, compte tenu des enjeux, des défis transnationaux, que ce soit la drogue, que ce soit l'orpaillage, que ce soit un certain nombre de problèmes qui nous affectent. Mais les choses avancent. Et c'est aussi grâce à la transition démocratique qui a eu lieu au Suriname en 2020 avec une nouvelle équipe qui était beaucoup plus encline à travailler avec nous. Le Suriname est enfin une véritable démocratie. Nicolette Bouillenne de Lacoste, quand on voit les publications, et elles sont nombreuses, sur l'état de la corruption au Suriname, on peut douter finalement de l'aspect démocratique qu'il peut y avoir dans les institutions du pays. Alors là, c'est une question un petit peu délicate que vous me posez. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une vie démocratique des institutions, il y a une justice qui fonctionne. Vous parlez de corruption, bien entendu, elle existe et les autorités locales ne la nient pas. Nous avons aujourd'hui même un séminaire sur les questions de blanchiment d'argent. Il y a une volonté de changer ces choses-là. Il y a des médias démocratiques qui fonctionnent, il y a toute une vie associative, il y a une société civile extrêmement dynamique.
Pour moi, c'est une démocratie, une véritable démocratie, même s'il y a bien entendu des problèmes que vous avez cités. Alors, autre sujet essentiel, dès qu'on parle de coopération entre la Guyane et le Suriname, c'est le nouveau ferry, le Malani, pour remplacer la Gabrielle. Ça fait plus d'1 an qu'il a été livré et qu'il n'est toujours pas mis en service. Parce que des travaux d'aménagement sur la rive surinamaise ne sont toujours pas terminés. Il y a eu une rencontre il y a 3 mois entre Gabriel Serville, donc le président de la CTG, et le ministre des Transports au Suriname. Ils avaient annoncé il y a 3 mois donc une fin des travaux d'ici le mois de septembre. Est-ce que vous avez des informations à ce niveau-là ? Est-ce que déjà les délais seront tenus ? Alors je vais être très prudent parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, oui. Et quand ces annonces ne sont pas suivies des faits, ça fait toujours c'est toujours désagréable. Moi, je reste confiant et je pense que nous aurons une mise en service à la fin de l'année, début de l'année prochaine, et que nous pourrons, dans de bonnes conditions, aller de Saint-Laurent-du-Maroni à Albina. Et j'invite d'ailleurs tous vos auditeurs à venir visiter le Suriname, comme nous invitons bien entendu tous les Surinamais à venir visiter et profiter des exceptionnelles possibilités touristiques qui existent en Guyane. Je pense symboliquement, quand même, c'est pas terrible, Nicolas de Boyane de Lacoste, d'attendre autant de temps un ferry qui est arrivé sur le territoire depuis plus d'1 an. J'en conviens, et je sais que tous mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé sur cette question du bac. Lors de mon premier entretien avec le président Santoki, il a lui-même parlé d'un pont. Vous voyez, oui. Il avait déjà enjambé le Maroni, il parlait de construire un pont. Nous aurons un bac. Je préfère ne pas m'engager sur une date. Ce n'est pas de nous que ça dépend. Ça ne dépend pas non plus de la partie française, que ça soit bien clair. La collectivité territoriale de Guyane, la communauté des communes de l'ouest guyanais fait un travail absolument extraordinaire pour aider. Les financements sont européens, donc là aussi, merci l'Europe qui a financé le bac Malani et qui finance les travaux de cale sèche du côté surinamais. Mais il y a en effet des travaux qui doivent être menés. Je crois qu'ils vont commencer dans les prochains jours. Donc il y aura la situation change et je reste confiant. Nous monterons sur le bac Malani en début de l'année prochaine, ça j'en suis sûr. Oui, parce que le grand projet, on va dire, vous parlez de pont, le grand projet là en ce moment, et c'est ce que vous nous aviez déjà dit lorsqu'on s'était eu au téléphone il y a quelques mois maintenant, c'est plutôt entre le Suriname et le Guyana plutôt qu'entre le Suriname et la Guyane. Alors, pour l'instant, oui, on parle d'un pont sur la Quarantaine, donc le fleuve qui fait frontière entre le Suriname et le Guyana. Alors ça c'est pour la partie déclarée, on va dire, des échanges sur le Maroni. On sait bien que la grande majorité des marchandises qui font le va-et-vient sur le fleuve, c'est de l'informel et du clandestin. Cocaïne évidemment, denrées alimentaires, gazole, enfin il y a énormément de choses qui passent en contrebande tous les jours du côté de la Guyane. Sur ce point-là, sur la mise à plat, on va dire, des échanges économiques entre la Guyane et le Suriname, est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? C'est-à-dire des contrôles renforcés. Vous savez que nous avons une frontière de 500 km de long, très difficile à contrôler. Ça passera par la coopération avec le Suriname, en mettant en place des contrôles. La situation est extrêmement complexe. Bien sûr, je dis pas qu'il y a une réponse simple à faire à ce sujet compliqué. Nous, ce qu'on cherche à inciter, les entreprises du Suriname à exporter vers la Guyane, de même les entreprises guyanaises vers le Suriname. Pour exporter, il faut respecter un certain nombre de normes, et nous faisons connaître aux entreprises surinamaises les normes qu'il faut respecter pour pouvoir exporter leurs légumes, leurs fruits, dont nous avons besoin ici, dans des bonnes conditions, et des conditions sanitaires suffisantes. Vous savez qu'au Suriname, on utilise toutes sortes de pesticides, d'engrais extrêmement parfois toxiques, et donc nous devons nous protéger, et c'est dans ce sens-là que nous encourageons des contrôles phytosanitaires. Il y aura bientôt, pas loin de Cayenne, un nouveau laboratoire qui permettra de faire des analyses sur les produits qui arrivent de l'extérieur. Ce sont des procédures qu'il faut mettre en place, et nous allons y arriver. Et qui vont prendre du temps. Alors, un des sujets qui agite en ce moment le Suriname, c'est la question du cyanure. Le mois dernier, il y a eu le naufrage d'une pirogue chargée de cyanure dans le lac du Brokopondo, à vol d'oiseau. C'est quand même pas très loin du Maroni, donc de la Guyane. Ça a provoqué une catastrophe écologique avec des taux de contamination 1600 fois supérieurs aux normes internationales de sécurité. C'est quoi déjà la situation là, quelques semaines après l'accident ? Alors, la situation n'est pas encore
totalement tranché. J'ai vu des responsables d'un institut indépendant qui s'appelle le NIMOS la semaine dernière. J'ai vu son directeur. Je lui ai posé la question. Lui, d'après les analyses qu'ils ont menées, ils ont certes trouvé des traces de cyanure, parce que le cyanure, les produits à base de cyanure sont utilisés sur les sites d'orpaillage clandestins le long du réservoir de Brokopondo. Maintenant, les sacs qui seraient tombés du bateau ne sont pas des sacs de cyanure, ce sont des sacs d'oxyde de calcium, m'a-t-il dit. Il devait faire encore quelques analyses de façon à vérifier, mais apparemment la situation ne serait pas aussi grave que celle qui a été parfois décrite. Malgré tout, le cyanure l'utilisation du cyanure est en pleine croissance dans l'orpaillage. L'utilisation du mercure semblerait être un petit peu à la baisse. Remplacé par le cyanure, c'est pas mieux, c'est même pire dans certains cas. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation. Est-ce que, une bonne fois pour toutes, finalement, cet accident-là pourra motiver le Suriname à interdire l'utilisation du cyanure et surtout à mettre les moyens pour faire en sorte que cette interdiction-là devienne véritablement effective? Alors, il y a le cyanure et le mercure. Le mercure, normalement, l'utilisation du mercure doit être extraordinairement réglementée. Le Suriname est parti à la convention de Minamata qui réglemente l'utilisation du mercure, notamment dans l'orpaillage traditionnel. Comme vous l'avez dit, ce drame, en tout cas l'écho médiatique de cette situation est très fort et j'espère qu'il permettra une prise de conscience. Ce que nous faisons, nous, à l'ambassade, c'est justement susciter un débat sur les enjeux de santé publique, notamment sur l'utilisation du mercure, du cyanure. Nous avons des taux de contamination des populations amérindiennes, par exemple du Haut-Maroni, qui sont absolument épouvantables. Nous avons des études très précises sur les taux de contamination, notamment des femmes enceintes. Nous partageons avec les autorités surinamaises ces statistiques et nous leur faisons comprendre que, en fait, ce que nous observons côté français du Maroni, mais la situation est la même de l'autre côté. Donc ce que nous cherchons un petit peu à susciter, c'est justement ce débat public sur les effets collatéraux absolument désastreux du mercure. Et excusez-moi de vous poser la question de cette manière-là, mais est-ce que finalement, ambassadeur de France au Suriname, c'est un métier difficile sur toutes ces questions-là, Nicolas de Bouillane-Delacoste, coopération sanitaire, policière, environnementale, on va pas lister tous les sujets parce qu'il y en a énormément, les grands sujets qui lient la Guyane et le Suriname. Est-ce que vous avez l'impression de parler la même langue finalement que vos homologues surinamais et surtout d'obtenir des victoires? Parce que vu d'ici, vu de la Guyane, je vous livre un petit peu le sentiment général, c'est que des grandes déclarations d'amitié, des rencontres, des postures de coopération, on en entend et il y en a, mais concrètement sur le terrain, tout le monde se dit, on n'a pas l'impression véritablement que les choses soient faites et que les choses changent. Le constat, c'est quoi? On part de tellement loin que du coup, il faut se satisfaire des quelques petits progrès qui sont faits de temps en temps? Alors, je voudrais vous dire qu'il y a des résultats. Et je ne sais pas si c'est passé totalement inaperçu en Guyane, mais nous avons, à l'automne dernier, nous avons vu la destruction d'une dizaine de barges qui étaient sur le Maroni, qui étaient opérées par des Surinamais. Et donc, à notre demande, l'État surinamais a neutralisé entièrement ces barges. C'était un sujet de contentieux depuis des années. Pendant la période Covid, ces barges fonctionnaient quand même parce que les autorités surinamaises de l'époque nous disaient elles sont absolument indispensables à l'économie du pays. Donc on est passé d'une situation où nous avions des barges qui étaient absolument indispensables à l'économie du pays, qui ont été neutralisées par la manière forte. Donc vous voyez, les choses changent. Et ça, c'était un sujet vraiment sur lequel nous avons beaucoup insisté et nous avons eu gain de cause. Les choses se feront progressivement. Vous voyez, je cite souvent l'exemple du diesel en France. Nous avons mis 30 ans à interdire le diesel, malgré le fait que nous savions quelles étaient ses conséquences absolument désastreuses en matière de santé pour les enfants, pour les personnes âgées, au cœur de nos villes. Nous avons mis 30 ans, nous avions des impératifs, l'économie, l'emploi, etc. Donc les choses prennent du temps, mais ça avance. Je pense que, et je l'espère, et en tout cas nous allons tout faire, pour qu'il y ait cette prise de conscience au Suriname, au Guyana aussi, parce que le mercure, d'après certaines informations, il transite via le Guyana. Donc c'est important que cette coopération elle se mette à l'échelle du plateau des Guyanes. C'est d'ailleurs
l'un des axes de coopération, c'est d'associer tous les pays de la région, y compris le nord du Brésil, pour faire avancer les choses. Ça prendra du temps. Moi, je suis là pour 3 ans. C'est un travail passionnant, d'autant plus que les quelques avancées que nous obtenons, elles ont des conséquences directes pour nos concitoyens ici en Guyane. Donc tout ça fait que le travail est absolument passionnant, encore une fois. Et est-ce que finalement, pas la seule chose, mais en tout cas la chose principale que l'on peut attendre ici côté guyanais du Suriname, c'est finalement que le pays se développe économiquement pour que à terme les exigences des deux pays, à tout point de vue d'ailleurs, pas que environnemental, là on a parlé de la question de l'orpaillage illégal, mais on pourrait aborder tout un autre tas de sujets, pour que finalement ces exigences-là arrivent à peu près à la même hauteur. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un petit peu inquiétant, c'est que le fossé se creuse entre le Suriname et le Guyana, et entre la Guyane française, la Guyane et le Suriname. Ces fossés, c'est jamais bon. Et donc, on espère, et je pense que le développement du Suriname, avec un petit peu de retard, mais suivra celui du Guyana. Nous espérons également que ce développement du Guyana s'opérera dans des bonnes conditions, qu'il ne vienne pas accroître les disparités, les tensions interethniques, parce que ça c'est également un risque, et que ces fossés se comblent, et que cette zone du plateau du Guyane soit vraiment une zone de développement économique, d'échange humain. Il y a tant de choses à faire au point de vue culturel. Ce sont des populations qui sont très proches également, qui ont une histoire commune, qui ont des liens dans tous les domaines. Donc c'est un plateau des Guyanes qui est appelé à se développer, et nous espérons que cela se fera en totale harmonie. Dernière question, Nicolas Bouyen de Lacoste. En ce moment, il y a un grand procès au Suriname, celui de l'ancien président Desiba Bouterse. Il est jugé pour le meurtre de 15 opposants dans les années 80. L'avocate générale du Suriname a de nouveau requis 20 ans de prison contre lui. C'est vécu comment ce procès-là par les Surinamais en ce moment et depuis ces derniers mois, parce que là, en ce moment, on est en appel? Écoutez, c'est une question extrêmement grave. On le vit un petit peu comme un feuilleton à répétition. Nous espérons, je pense, la population surinamaise espère pouvoir tourner la page et donc que la justice puisse opérer. Alors normalement, d'ici la fin de l'année, la justice devrait prononcer son jugement final, probablement une 20aine d'années de prison. C'est vécu comme un moment historique par les Surinamais, le fait de tourner enfin la page de ces années sombres pour le Suriname. Absolument, absolument. Desiba Bouterse était le président de la République il y a encore 3 ans, donc c'est vécu de façon extrêmement forte par la population. Nicolas Bouyen de Lacoste, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc ambassadeur de France au Suriname. Vous restez encore en Guyane, combien de temps ? Encore jusqu'à la fin de la journée, mais je reviendrai. Vous reviendrez et on vous réinvitera à nouveau. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.